Bien, bonjour, bienvenue à tous. Et donc, je suis Félix Zoning. J'ai le plaisir de pouvoir interagir aujourd'hui avec vous sur cette question qui nous passionne tant, donc les nouvelles dispositions du Cisco ADA. Comme vous le savez, il y a 2 ans maintenant qu'est entrée en vigueur la nouvelle version du Cisco ADA. Et c'est un changement majeur dans l'espace francophone pour ce qui est de la normalisation comptable. Et c'est pourquoi on a pensé qu'il serait intéressant de revenir aujourd'hui sur cette question-là pour échanger avec vous. Alors donc, mon nom, vous le savez, j'officie comme professeur agrégé à l'Université du Québec en Outaouais. Mes centres d'intérêt sont la finance, la comptabilité, notamment la comptabilité financière, la comptabilité internationale, et je travaille beaucoup sur les questions de normalisation, d'où l'intérêt pour le sujet qui nous rassemble aujourd'hui. Alors, notre présentation aujourd'hui, notre webinaire va porter sur 5 points majeurs. Donc, on va discuter, on va peut-être faire un rappel historique de l'évolution de la normalisation comptable en Afrique francophone parce que c'est important pour comprendre l'avènement des nouvelles dispositions et comprendre en fait leur fondement. On parlera par la suite des nouvelles dispositions du nouveau Cisco-ADA. On discutera du nouveau format des états financiers. On parlera du basculement, donc des comptes transitoires, de la transition de l'ancien vers le nouveau modèle, donc des travaux nécessaires au basculement. Et puis finalement, c'est très important, vous le savez, j'imagine que c'est ce qui est l'un des plus importants défis, ce sont les incidences fiscales que cette nouvelle normalisation comptable entraîne. Alors, en général, normalement, ça prendrait à peu près 2 semaines pour passer à travers le contenu de cette normalisation, le contenu de cette nouvelle réforme. Mais là, aujourd'hui, nous avons 3 quarts d'heure pour faire un survol. Donc, on va essayer de faire un survol exhaustif qui vous donne en fait une idée de ce qui change et de quels sont les fondements du nouveau système comptable WADA. Alors, donc, avant toute chose, je voudrais savoir, parmi vous qui participez aujourd'hui, est-ce qu'il y en a qui avaient déjà utilisé l'ancien système comptable WADA? Donc, notre première question sondage vise à savoir, est-ce que vous aviez déjà exercé avant dans la version antérieure du système comptable WADA? Donc, on vous laisse quelques secondes pour y répondre. Donc, avant l'introduction du Cisco-ADA révisé le 1er janvier 2018, dans l'ancienne version du Cisco-ADA, est-ce que vous l'avez connu? Est-ce que vous l'avez utilisé? Est-ce que vous avez exercé dans cet environnement? Alors, donc, le vote est achevé. Alors, on se rend bien compte que vous êtes 53% aujourd'hui à avoir exercé dans l'ancienne version du Cisco-ADA et qui aujourd'hui, vous faites le saut vers la nouvelle version. Et puis, vous êtes 47% à n'avoir pas connu l'ancienne version. Donc, ça nous permet d'avoir le portrait de ceux qui nous suivent et de savoir comment on va acheminer pour la suite. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est de passer à l'historique. Pour ceux d'entre vous qui n'avaient pas connu l'ancienne version du système comptable WADA, c'est peut-être important de savoir d'où on vient avant de déboucher sur les normes qu'on va couvrir aujourd'hui. Alors, il faut comprendre que l'espace OADA, aujourd'hui, c'est 17 pays en Afrique subsaharienne et ce sont des pays majoritairement francophones. Mais quand on regarde ces pays-là, ils ont connu à peu près 3 grands temps au niveau de l'évolution de leur normalisation comptable. Avant les indépendances, donc avant les années 60, la plupart de ces pays-là étaient des colonies françaises. Il y en a quelques-uns qui étaient des colonies allemandes. Alors, ce qui se passe, c'est qu'avant les années 60, il n'y avait pas de plan comptable purement africain. La chose était simple. Les pays utilisaient le plan comptable qui était issu de la métropole, le plan comptable qui était issu de la puissance colonisatrice qu'elles avaient eue. Donc, les pays qui avaient été sous colonie allemande ont utilisé le plan comptable allemand de 1937. Et puis, après la Seconde Guerre mondiale, la plupart d'entre eux ont été placés sous protectorat français. Et donc, à 1947, la France change de plan comptable. Et le plan comptable utilisé en France est le même qui a été utilisé dans leur colonie à partir de 1947. Et 10 ans plus tard, en 1957, la France également change de plan comptable et toutes les autres colonies françaises gardent le même plan en 1957. Alors, en 1960, il y a le vent des indépendances, comme vous le savez. La plupart des pays se retrouvent à être indépendants en 60, maximum 61. Et en 1963, il y a quelque chose d'important qui se traduit, la création de l'Organisation de l'Unité africaine, l'OUA. Alors, l'OUA avait pour mission d'aboutir à une forme d'unité africaine. Mais persuadé que l'unité politique n'a pas de sens s'il n'y a pas d'unité économique, l'OUA donc va favoriser la création des espaces économiques sur le continent. Et c'est comme ça qu'on va mettre on va booster pour qu'il y ait la création d'un plan comptable purement africain. Les travaux vont débuter à Niamey en 1968 et puis aboutir à Yaoundé en 1970. On va créer l'OCAM, OCAM,
Organisation commune africaine et malgache. C'était en 1970, le siège était à Yaoundé, et c'était le tout premier plan comptable en Afrique francophone, un plan comptable purement africain. Alors, durant la décennie 70, ce plan va être appliqué, et puis dans le milieu des années 80, donc en 85 précisément, l'OCAM va exploser pour plusieurs raisons. D'abord, des questions de leadership politique, mais aussi pour des questions purement techniques, parce que l'OCAM n'était pas très adapté à l'évolution des économies et l'OCAM n'était pas très adapté également à la comptabilité, à l'évolution boursière, en tout cas à tout ce qui est marché financier. Or, il se trouve que la plupart des pays africains, en tout cas la plupart des régions, visaient à se doter de marchés financiers et la comptabilité sous l'OCAM se trouvait un peu dépassée par cette façon de faire. Donc, finalement, l'OCAM explose en 85. La plupart des pays rentrent à un référentiel national. D'autres qui n'ont pas de référentiel national retournent vers le plan comptable français de 82 et même d'autres vers le plan comptable français de 57. Donc, ça commence à aller un peu dans tous les sens. Et en ce moment-là, l'OU a dit c'est important qu'on se remette sur le chemin d'un plan comptable commun. Mais comme 50 pays autour d'une table ne peuvent pas s'accorder nécessairement, la voie qui va être privilégiée, c'est de voir comment dans chacune des organisations sous-régionales, on peut arriver à harmoniser des choses. Dans ce qu'on appelait l'UDEAC à l'époque en Afrique centrale, l'Union douanière économique d'Afrique centrale, il fallait trouver une façon de s'harmoniser. Dans ce qu'on appelle l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, il fallait trouver une façon de s'harmoniser. Alors, au sein de l'UEMOA, en Afrique de l'Ouest, les 8 pays qui constituent l'UEMOA ont décidé de se mettre ensemble pour créer un plan comptable ouest-africain, un système comptable ouest-africain qu'on va appeler le SISCOA. La raison était simple. Les 8 pays avaient l'ambition de créer en 1998 un marché financier commun, le marché financier qui est incarné par la Bourse régionale des valeurs mobilières. Alors, pour avoir un marché financier commun, il est important que les entreprises des 8 pays soient comparables. Alors, les entreprises ne peuvent pas être comparables si on a des référentiels comptables différents. Donc, il était important que tous se mettent ensemble pour créer un plan comptable commun afin de pouvoir basculer ensemble vers la création d'un marché financier commun. Et ce qu'on a fait en Afrique de l'Ouest, c'était simple. Quelque part au milieu des années 90, on a donc amorcé la création du SISCOA. Le SISCOA, en fait, s'est fondé sur 2 piliers importants. Le plan comptable français de 1982 et également on s'est tourné vers les pratiques comptables anglo-saxonnes. Donc, il y a eu un mix du plan comptable français et un mix des pratiques comptables anglo-saxonnes, le tout mis à la sauce africaine. Ça a permis de mettre sur pied, le 1er janvier 1998, le système comptable ouest-africain baptisé SISCOA. Alors, quand ça a fonctionné, le SISCOA 98, 99, 2000, 2001, on s'est dit, mais si ça fonctionne pour les 8 pays de l'UEMOA, ça pourrait fonctionner pour les autres pays de l'espace francophone en Afrique. Et c'est comme ça qu'on s'est appuyé sur le SISCOA pour bâtir le SISCOADA, le système comptable OADA, qui est entré en vigueur le 1er juillet 2002. Et donc, le SISCOADA a démarré, il a fonctionné pendant une quinzaine d'années, de 2002 à 2017. Et après, rapidement, il s'est avéré qu'il fallait passer à autre chose. Il s'est avéré que le SISCOADA aussi, bien qu'ayant plusieurs innovations, bien qu'ayant plusieurs avancées, était un référentiel encore perfectible. D'abord, sur plusieurs plans. Il y a eu des faiblesses au niveau du SISCOADA, la version précédente du SISCOADA. Au niveau des comptes combinés, des comptes consolidés, il n'y avait pas une démarcation très claire là-dessus. Il y avait des insuffisances au niveau de la démarcation entre les activités ordinaires et tout ce qui est hors activité ordinaire. Il y avait également un certain nombre d'insuffisances au niveau de la comptabilisation des immobilisations en cours. Alors là, je ne donne que quelques exemples, mais il y en a bien d'autres. Face à tout ça, il était important de passer à une réforme du système comptable OADA. Mais à côté de ça, l'élément qui va être le plus marquant, c'est la montée en puissance des normes internationales des IFRS. Au début des années 2010, les IFRS étaient déjà applicables dans à peu près 100 pays dans le monde. Un peu plus de 100 pays dans le monde autorisaient ou obligeaient les entreprises à employer les IFRS. Donc, le débat a commencé vraiment à se tenir, à savoir, est-ce que les 17 pays qui partagent le même référentiel ne devraient pas commencer à penser aussi à se fondre dans le référentiel IFRS qui est beaucoup plus international? Et il faut aussi noter que la plupart des multinationales présentes dans les pays de l'espace OADA ont une maison mère qui est dans un environnement qui applique les IFRS. Donc, avec toute cette pression, il devenait urgent de réformer le SISCOADA. Et c'est la raison pour laquelle, dans les paramètres que nous allons voir tout à l'heure, dans les opérations que nous allons couvrir, vous verrez bien que le nouveau SISCOADA est fortement influencé par les normes internationales. On s'est même d'ailleurs très inspiré des textes des IFRS
pour concevoir la nouvelle mouture du Cisco WADA. Donc, face à tout ça, le Cisco WADA s'est donc retrouvé réformé et on a eu une nouvelle version qui a été adoptée à Brazzaville le 26 janvier 2017, qui a été publiée au journal officiel et qui est rentrée en vigueur le 1er janvier 2018 pour les comptes personnels et le 1er janvier 2019 pour les comptes consolidés. Alors, donc ça, c'est un peu pour l'historique, pour comprendre d'où on vient et ça nous permettra peut-être de savoir où on s'en va et pourquoi est-ce que certains changements ont été faits, pourquoi c'était important de les opérer. Alors, on va passer à notre deuxième question sondage avant de rentrer maintenant dans les spécificités, dans les changements, dans les ajustements que le système comptable OADA a connu, qu'on a dans la nouvelle version. La question, c'est de savoir, est-ce que le nouveau Cisco WADA qui est en vigueur maintenant, est-ce que vous avez déjà suivi une formation dans ce nouveau Cisco WADA? Quels sont ceux d'entre vous qui ont déjà suivi une formation dans le nouveau Cisco WADA? Alors, je vous laisse répondre. Alors, encore quelques secondes pour y répondre. Alors, donc, vous êtes 22% à avoir déjà suivi une formation portant sur le nouveau Cisco WADA et l'écrasante majorité d'entre vous, 78%, n'a pas encore suivi une formation portant sur le nouveau Cisco WADA. Donc, c'est important de le savoir, c'est important d'avoir ce portrait-là. Ça nous aide à voir comment vous accompagner. Alors, très intéressant. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le nouveau Cisco WADA, comme je le disais, a des changements majeurs. Ce n'est pas juste un changement de numéro de compte, ce n'est pas juste un changement au niveau de quelques opérations. Il y a des changements profonds, même au niveau des principes comptables. Il y a des changements au niveau même de la façon de concevoir, d'analyser, d'interpréter, d'appréhender des opérations. Et ça, c'est vraiment l'aspect le plus important. Les numéros de compte, il y en a qui changent, il y en a qui disparaissent, il y en a qui apparaissent. Mais ça, c'est l'aspect vraiment accessoire des changements qu'on a connus. Le plus important, c'est vraiment le changement dans la perception, dans la compréhension, dans l'analyse des opérations. Alors, comme nous n'avons que 3 quarts d'heure aujourd'hui, je vais prendre quelques opérations, à peu près 5 opérations pour que vous preniez la mesure de ce qui a changé dans la nouvelle perspective du Cisco WADA. Alors, un des changements par lesquels on va commencer, ça concerne la comptabilisation des immobilisations. En s'inspirant de la norme IASS qui, au sein des IFRS, couvre les immobilisations corporelles, le Cisco WADA révisé introduit l'approche par composant. L'approche par composant, ça suppose quoi? Ça suppose qu'autrefois, par exemple, si j'avais une immobilisation comme un immeuble, un bâtiment, qui m'avait coûté 200 millions, j'aurais pu immobiliser l'immeuble en un seul morceau, en disant l'immeuble 200 millions. Et si la durée d'amortissement de l'immeuble est de 40 ans, j'amortissais le 200 millions sur 40 ans. Mais en faisant ça, c'est comme si j'assume que dans l'immeuble, les climatiseurs qui sont là ont une durée de vie de 40 ans. C'est comme si j'assume que l'ascenseur qui est dans l'immeuble a une durée de vie de 40 ans, ce qui n'est pas le cas. Alors, la nouvelle perspective veut que lorsque j'ai une immobilisation qui est constituée de plusieurs composantes et des composantes qui sont importantes, des composantes dont la valeur relative est importante par rapport à l'ensemble, et des composantes qui sont détachables et qui sont transférables, c'est important de les enregistrer séparément. Donc, si je reprends notre exemple de l'immeuble, ça veut dire que dans l'immeuble qui coûte au total 200 millions, je vais peut-être supposer qu'à l'intérieur de l'immeuble, la structure du bâtiment, c'est 100 millions. Les climatiseurs, peut-être la vingtaine de climatiseurs qui est dans l'immeuble, ça vaut 40 millions. Et l'ascenseur qu'il y a dans l'immeuble, peut-être ça vaut 60 millions. Donc voilà les 3 composants qui me font 200 millions au total. Mais là où on aura de la grosse différence, c'est que la structure du bâtiment qui vaut 100 millions et qui a effectivement une durée de vie de 40 ans, je peux l'amortir sur 40 ans. Par contre, les climatiseurs, la vingtaine de climatiseurs qui vaut 40 millions, mais qui a une durée de vie de 5 ans, supposément, je vais étaler ces 40 millions sur 5 ans. Et maintenant, l'ascenseur qui vaut 60 millions et qui a une durée de vie de 8 ans, par exemple, je vais étaler les 60 millions sur 8 ans. Donc, de cette manière, j'aurai un amortissement qui va être beaucoup plus précis que ce que j'avais précédemment. Parce que précédemment, j'amortissais tout sur 40 ans et il se posait un problème. 5 ans plus tard, quand il fallait changer les climatiseurs, je me disais, bon, cette dépense importante,
de renouvellement des climatiseurs. Est-ce que je vais passer en charge? Est-ce que je mets en immobilisation? Il y avait comme un dilemme. En ce moment, on n'aura plus de dilemme. C'est très clair dans 5 ans, quand je change les climatiseurs, c'est très clair que c'est une composante d'immobilisation que je change. Donc, cet investissement, cette dépense est un investissement. Donc, je prends un exemple rapide ici sur l'achat d'un aéronef. On achète un avion, sa valeur, c'est 12 milliards de francs CFA. On va supposer que dans le 12 milliards, il y a 6 milliards pour la cellule, la structure, la coque de l'avion, 4 milliards pour le moteur et 2 milliards pour toutes les autres composantes. Il se trouve que la structure peut durer effectivement 20 ans, le moteur a une durée de vie de 16 ans et les autres composants ont une durée de vie de 8 ans. Alors, autrefois, j'aurais tout enregistré l'aéronef en un seul bloc à 12 milliards. Maintenant, je vais mettre en 3 blocs la cellule 6 milliards, le moteur 4 milliards et les autres composants 2 milliards. Alors, juste ici, ça fait un total de 12 milliards. Donc, le changement n'est qu'au niveau de la déclinaison en 3 morceaux. Mais où on verra un changement important, c'est au niveau des amortissements. Autrefois, l'amortissement aurait été de 12 milliards sur 20 ans, ce qui aurait donné 600 millions. Mais maintenant, on aura la cellule qui aura un amortissement de 300 millions parce que c'est 6 milliards sur 20 ans. On aura le moteur qui aura un amortissement de 250 millions parce que c'est étalé sur 16 ans. Et on aura les autres composants qui auront un amortissement de 250 millions parce que c'est étalé sur 8 ans. Donc, ce qui fera un amortissement total de 800 millions comparativement aux 600 millions qu'on aurait eu précédemment. Donc, bien entendu, il y a un certain nombre d'aspects importants qu'il faut couvrir sur cette norme, notamment au niveau de l'évaluation de la valeur de chaque composant. Mais ça, c'est une autre paire de manches et nous aurons l'occasion d'en rediscuter plus amplement dans un futur proche. Une autre norme qui fait son entrée dans le Cisco-ADA, c'est la norme qui porte sur les immeubles de placement. Et cette norme-là s'est inspirée de la norme IAS 40. Les immeubles de placement, pour l'expliquer simplement, ce n'est pas une nouveauté en Afrique francophone. Enfin, l'existence des immeubles de placement, ce n'est pas une nouveauté, mais dans la comptabilité, c'est une nouveauté parce que avant, ce n'était pas conceptualisé, on ne l'avait pas formalisé dans le langage comptable. Un immeuble de placement, par exemple, c'est quoi? Un immeuble de placement, c'est comme un terrain que vous achetez aujourd'hui à 5 millions de francs dans un endroit qui est enclavé et puis vous vous dites, je vais l'acheter, je vais le laisser dans 10 ans, on va construire une école, on va construire un hôpital, la route va passer, le terrain va prendre de la valeur, je vais le revendre à 10 millions. Donc, vous allez faire un gain en capital en le revendant. Alors là, ça correspond à la définition d'un placement. C'est un peu comme si vous aviez pris votre argent, vous l'avez mis à la banque et puis il y avait des intérêts qui s'ajoutaient dessus. Alors ici, plutôt que de le mettre à la banque, vous achetez plutôt un bien immobilier et ce bien-là prend de la valeur avec le temps. Et c'est ainsi que vous pouvez, dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, le vendre et tirer davantage de capital. Donc, c'est à peu près ça la définition d'un immeuble de placement. Donc, ça existait déjà, mais maintenant, on l'introduit dans le langage comptable pour une raison simple. C'est qu'il existe des entreprises qui ont des terrains et des bâtiments, parce que ce sont les deux catégories d'immobilisation qui font l'objet d'immeubles de placement. Il existe des entreprises qui peuvent avoir des terrains et des bâtiments, mais qu'ils n'utilisent pas dans le cadre de leur activité. Et donc là, ce n'est pas un immeuble d'exploitation. Parce que quand on dit immeuble de placement, c'est par opposition aux immeubles d'exploitation. Un immeuble d'exploitation, c'est un bien que j'utilise dans le cadre de mon activité. Mais il peut m'arriver en tant qu'entreprise d'avoir des terrains, d'avoir des bâtiments que j'ai achetés juste à des fins de spéculation, dans le but de les revendre beaucoup plus tard et avoir des fonds. Dans ce cas-là, étant donné que je ne les utilise pas dans le cadre de mon activité, c'est important d'un point de vue comptable d'en faire la différenciation claire. Donc, au niveau des immeubles de placement, qu'est-ce qu'on a comme particularité? Au niveau de l'acquisition, il n'y a pas de changement majeur par rapport aux autres formes d'immobilisation. L'immeuble de placement, quand on l'achète, on l'enregistre dans notre bilan à la valeur d'acquisition, comme les autres immobilisations. Donc là-dessus, aucun problème. Là où ça commence à changer, c'est beaucoup plus tard, à la fin de chaque année. Quelle est la valeur que nous allons marquer dans notre bilan, dans nos états financiers, concernant cet immeuble-là? Donc, je précise que quand je dis immeuble ici, c'est des terrains ou des bâtiments. Alors, à la fin de chaque année, maintenant, il y a deux façons de faire. On peut ces immeubles de placement peuvent être évalués à la juste valeur ou au coût. Parce qu'il faut préciser que la norme IAS 40, sur laquelle on s'est inspiré pour concevoir cette norme-ci dans le Cisco-ADA, elle préconise que les immeubles de placement sont idéalement évalués à la juste valeur. Ce qui suppose qu'à la fin de chaque année, on va regarder la valeur marchande de l'immeuble et c'est ce montant qui va figurer au bilan plutôt que son coût.
Et si on n'a pas de possibilité d'avoir une juste valeur, on peut maintenant appliquer la méthode du coût, c'est-à-dire le coût historique, la valeur d'acquisition. Mais idéalement, c'est la juste valeur. Alors, si on s'appuie donc sur cette conception de IAS 40, ça suppose par exemple que si j'achète un immeuble de placement à 200 millions le 8 septembre, à la fin de l'année, l'immeuble vaut 190 millions selon l'évaluation, donc on perd 10 millions de valeur. À la fin de l'année d'après, l'immeuble vaut 198 millions, donc ça regagne 8 millions de valeur. Et puis à la fin de la troisième année, l'immeuble vaut 205 millions, donc on gagne encore 7 millions de valeur. Alors si on est en mode de juste valeur, tel que préconise la norme IAS 40, ça suppose que voici ce qu'on va faire. Première chose, on n'amortira pas l'immeuble de placement. On ne l'amortira pas pour la seule et bonne raison que nous ne l'utilisons pas dans le cadre de nos activités. Alors, vous savez que l'amortissement, c'est l'estimation financière de l'usure matérielle d'un bien. Alors, si je ne l'utilise pas, je ne l'amortis pas. Ce qui ne veut pas dire que sa valeur ne change pas. Sa valeur va changer selon l'appréciation ou la dépréciation. Il peut y avoir une dépréciation ou une appréciation. Et c'est pourquoi la juste valeur jouera ce rôle-là. Donc, voilà les deux aspects importants selon IAS 40. Ça suppose donc que, prenons cet exemple, à la fin de l'année 2008, l'immeuble vaut 190 millions, donc on perd 10 millions. Voici l'écriture qu'on pourra passer. Il faudra réduire sa valeur aux états financiers. Il faudra constater une perte latente. L'année d'après, on passe de 190 à 198 millions. Donc, l'immeuble gagne 8 millions de plus. Donc, vous voyez bien qu'on va augmenter la valeur de l'immeuble. On va débiter de 8 millions et on va constater un écart de réévaluation qui est positif cette fois. Donc, c'est un gain latent. Et puis, la troisième année, l'immeuble passe de 198 à 205 millions, une augmentation de 7 millions. Donc, la valeur de l'immeuble augmente de 7 millions et on constate un gain positif, donc un écart de réévaluation positif, un gain latent de 7 millions. Donc, ça, c'est la perspective IAS 40, mais je préfère rapidement vous dire ici que le CISQUADA, bien qu'ayant emprunté cette perspective, au moment où on se parle aujourd'hui, la méthode de la juste valeur n'est pas totalement applicable. C'est encore la méthode du coût qui est actuellement utilisée d'ici à ce que toutes les perspectives d'évaluation, les compétences requises soient pleinement développées dans l'espace. Un autre aspect qui voit le jour dans le système comptable OHADA révisé, c'est l'introduction des passifs éventuels et la modification de la perception des provisions. Et ça, c'est adapté de la norme IAS 37. Je m'explique. Dans la perspective anglo-saxonne, quand on parle de provision, il s'agit en fait d'un engagement, d'une obligation que l'entreprise a. Donc, c'est un élément du passif. Parce que quand on dit passif, dans la comptabilité anglo-saxonne, un passif est une obligation légale ou contractuelle qu'on a envers un tiers et dont on ne peut se soustraire parce que ça relève d'un fait passif. Alors ici, donc, quand on dit passif éventuel, l'éventualité ici, c'est dans le sens de, c'est une obligation que nous avons envers les tiers, mais une obligation qui peut survenir comme elle peut ne pas survenir. Ça, c'est l'aspect éventuel. Donc, ça peut arriver ou ça peut ne pas arriver. Et un exemple de passif éventuel, ce sont des poursuites judiciaires, par exemple. Admettons qu'un de vos concurrents porte plainte contre vous. Il dit que vous avez plagié un de ses brevets. Il porte plainte contre vous au tribunal commercial et il y a des possibilités que vous perdiez le procès. Si vous perdez le procès, vous aurez des amendes à verser à votre concurrent. Alors, donc, il y aura une obligation légale, il y aura une obligation à verser cette amende-là. Donc, on s'entend que ça correspond à la définition d'un passif. Mais maintenant, c'est éventuel parce que vous pouvez gagner comme vous pouvez perdre. On a également un exemple au niveau des problèmes environnementaux. Si vous polluez l'environnement, il est possible qu'il y ait des sanctions environnementales, comme il est possible que ça n'arrive pas. Et troisième aspect, ce sont les garanties qu'on donne sur le matériel qu'on vend. Vous vendez du matériel à des personnes, vous leur dites que vous avez 2 ans de garantie. Durant les 2 prochaines années, s'il y a problème, venez avec l'appareil, je vais l'arranger. Ça suppose que s'ils viennent avec l'appareil dans les 2 prochaines années, vous allez dépenser pour le réparer, mais sans rien leur réclamer. Donc, il y a comme une obligation, il y a comme une dépense, il y a un engagement à faire quelque chose. Donc, ça correspond à la définition d'un passif. Mais c'est éventuel parce qu'il peut se passer 2 ans et personne ne se pointe pour réclamer une garantie. Tout comme dans les 6 prochains mois, les gens peuvent débarquer en disant ah oui, finalement, l'appareil a eu un problème, je veux qu'on repart.
C'est dans ce sens qu'il y a l'éventualité, la probabilité que ça survienne ou que ça ne survienne pas. Alors, dans ce cas de figure, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on inscrit ces charges, est-ce qu'on inscrit ces engagements au bilan? Est-ce qu'on les inscrit dans les états financiers ou est-ce qu'on ne fait rien? En fait, c'est ça toute la question. Étant donné que je peux perdre le procès ou je peux ne pas le perdre, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le dis dans mes états financiers ou est-ce que je ne le dis pas? Alors, je vous ai dit d'entrée de jeu qu'avec le Sisquadra, on va de plus en plus vers une comptabilité financière. Une comptabilité qui est faite pour donner davantage d'informations aux investisseurs, aux bailleurs de fonds, aux créanciers. Il faut donner le maximum d'informations à tous nos pourvoyeurs de fonds. Alors, on s'entend que si je suis un investisseur dans cette entreprise, je suis quand même intéressé de savoir si vous risquez des amendes importantes suite à des poursuites judiciaires. Si je suis investisseur dans l'entreprise, je suis intéressé de savoir quel est le montant que vous allez probablement payer en amende au niveau des sanctions environnementales. Ça m'intéresse pour savoir dans quoi je m'embarque. Alors, donc, c'est important qu'on n'en fasse pas jusqu'à un certain point. Alors, donc, étant donné que c'est une information qui n'est peut-être pas quantitative, qui n'est peut-être pas chiffrée, mais qui est importante pour les investisseurs, on va trouver une façon de leur rendre compte de ça. Et on va s'appuyer sur deux aspects. Concernant les passifs éventuels, il y a deux choses qu'il faut regarder pour savoir s'il faut le dire dans les états financiers ou ne pas le dire. La première chose, c'est quelle est la probabilité de survenance de cette sanction-là. Jusqu'à quel point on est sûr qu'on va perdre le procès, par exemple. Prenons l'exemple du procès que nous avons. Est-ce que nous allons perdre le procès? Est-ce qu'il y a de fortes chances qu'on perde ou est-ce qu'il y a de fortes chances qu'on ne perde pas? Alors, on va dire que l'événement est probable s'il y a de fortes chances qu'il survienne. On va dire que l'événement est indéterminable si on ne sait pas quelle est la probabilité de survenance. Et puis, l'événement est improbable s'il y a de fortes chances qu'il ne survienne pas du tout. Alors, dans le cas de figure que je viens de prendre, on va regarder ceci. Est-ce qu'il y a de fortes chances que je perde le procès? Si la réponse est oui, est-ce que je sais combien j'aurai à payer à mon compétiteur? Si la réponse aussi est oui, dans ce cas, il faut que je constitue une provision, donc la classe 19. Il faut que je constitue une provision dont je peux inscrire ce montant dans le passé. Donc, il faut que je fasse une écriture. Deuxième cas de figure, est-ce que je sais si je vais perdre ou pas? Oui, je pense que je vais perdre. Mais est-ce que je connais le montant que je vais perdre? Non, je ne connais pas le montant. Dans ce cas, je ne peux pas passer d'écriture puisque je n'ai pas de montant pour passer une écriture. Dans ce cas-là, je vais dans les notes aux états financiers inscrire qu'il y a probablement une dépense que nous aurons à faire à tel moment concernant tel procès qui est en cours. Donc, c'est comme ça que je vais rendre compte de ça. De l'autre côté, si l'événement est indéterminable, donc je ne sais pas si je vais perdre le procès ou pas, dans ce cas-là, je mets ça dans les notes aux états financiers. Et puis, si l'événement est improbable, dans ce sens que mes avocats, mes conseils juridiques m'assurent que ce procès, on ne peut pas le perdre. Donc, je n'aurai pas à verser une amende à ce compétiteur. Dans ce cas, je ne fais rien. Donc, je ne présente pas, ni en enregistrant, ni dans les notes aux états financiers, aucune présentation. Un aspect que je vous propose de couvrir également, parmi les 4 ou 5 normes qu'on va survoler, c'est la norme concernant les frais de prospection et d'exploitation des ressources minérales, qui est inspirée de la norme IFRS 6. Le Sisquadra révisé fait des avancées considérables sur la comptabilité des industries extractives, donc les industries minières, industries pétrolières, gazières. Parce qu'il faut dire que dans l'ancienne version du Sisquadra, c'était quasiment vierge en ce qui concerne les industries extractives. Il n'y avait presque rien qui concernait ces industries particulières, ces comptabilités spéciales. Dans le Sisquadra révisé, on s'avance un peu sur comment est-ce qu'on pourrait comptabiliser les frais de prospection et d'exploitation des ressources minérales. Avant d'entrer dans la dimension comptable, je veux rapidement vous expliquer à peu près l'industrie minière, comment ça se structure. Dans l'industrie minière, on a 4 phases. La première phase qui est la phase d'exploration et d'évaluation, qui consiste essentiellement à rechercher des minéraux, savoir est-ce qu'on a suffisamment de minéraux dans le sous-sol, une quantité suffisante pour que ce soit intéressant d'aller de l'avant, une quantité exploitable. Quand on en trouve, on passe à la phase de développement, où il est question de construire une mine, acheter des engins, acheter des équipements, implanter la fabrique, implanter des entrepôts. Ça, c'est la phase de développement. Et puis, la phase 3, c'est la phase de production, où on va extraire le minerai, on va le transformer, on va le commercialiser. Et à la fin, bien entendu, la phase que très peu adorent, c'est la phase de restitution et de fermeture. Il est question de décontaminer les sites qu'on a utilisés. Il est question de restaurer
les terres sur lesquelles on a travaillé, les questions, bref, de remettre l'environnement en neuf. Donc, ça, c'est les 4 phases. Alors, ce qui nous intéresse ici, c'est la première dans cet aspect en particulier. La phase d'exploration et d'évaluation, c'est une phase qui peut durer à peu près 7 à 8 années, donc où il n'y a que des dépenses. Les dépenses pour des études, la recherche, l'évaluation, l'exploration. On ne fait que des dépenses. Il n'y a pas de revenus. Il n'y a que des dépenses. Et on se dit, qu'est-ce qu'on fait en ce moment-là? Est-ce que ça veut dire que pendant 7-8 ans, on n'aura que des pertes? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, il se trouve que, en s'appuyant sur la norme IFRS 6, le CISCOADA révisé donc propose que toutes les dépenses qui sont faites dans la phase de prospection, normalement, pourraient être immobilisées. Mais il y a une condition. Il faudrait que ce soit des dépenses qui sont faites entre le moment où on a un permis de recherche et le moment où on a un rapport de faisabilité. Donc, c'est pourquoi on dit clairement, ce sont les dépenses encourues après l'obtention du droit de prospecter, mais avant que la faisabilité technique et la viabilité commerciale ne soient démontrées. Donc, en d'autres termes, c'est tout ce qu'il y a dans l'intervalle entre le moment où j'ai le permis de recherche et le moment où je dépose le rapport de faisabilité. Donc, toutes les dépenses à l'intérieur peuvent être immobilisées. J'insiste sur peuvent parce qu'elles ne sont pas systématiquement immobilisées. Elles peuvent être immobilisées s'il s'avère que le rapport qu'on dépose démontre une viabilité commerciale et une faisabilité technique. En d'autres termes, si le rapport dit on a suffisamment de minerais pour aller à la phase 2, dans ce cas-là, on peut estimer qu'il y a un futur, enfin, il y a une exploitation future. Dans ce cas-là, les dépenses qui ont été faites à la phase 1, entre le permis de recherche et le dépôt du rapport, ces dépenses-là sont immobilisées dans le compte 2181. Par contre, si le rapport dit qu'il n'y a pas suffisamment de minerais pour aller à la phase 2, ou si on pense qu'il y a un potentiel, mais qui est tellement faible que ce n'est pas la peine de déployer toutes les autres phases, dans ce cas-là, ça veut dire qu'il n'y aura pas de revenus futurs. Et comme il n'y aura pas de revenus futurs, ce n'est pas la peine d'immobiliser les dépenses qu'on a encourues dans la phase 1. Donc, en ce moment-là, ces dépenses-là sont passées en charge. Donc, elles sont immobilisées si la phase 2 et la phase 3 peuvent exister, mais s'il n'y a pas de phase 2, si le projet s'arrête là, ces dépenses-là sont passées en charge. Au niveau des états financiers également, le CISCOADA connaît des changements importants. Au niveau du bilan, il y a des changements d'un point de vue cosmétique, il y a des changements avec l'ajout de certains de comptes. Au niveau de l'état des résultats, il y a des changements, par exemple, dans la définition du chiffre d'affaires qui change radicalement, notamment avec la production stockée, la production immobilisée qui n'est plus considérée. Donc ça, c'est des changements importants. Mais l'état financier qui connaît le plus gros changement, c'est le tableau des flux de trésorerie. Ça, c'est vraiment au niveau des états financiers, le nouveau bébé, c'est vraiment la principale innovation du CISCOADA révisé. Le tableau des flux de trésorerie, en fait, remplace ce qu'on appelait le TAFIR, le tableau financier des ressources et des emplois. Le TAFIR, en 2002, quand le CISCOADA a été adopté, c'était l'une des principales innovations du CISCOADA. C'était l'une des principales trouvailles. Mais le TAFI a également été l'une des plus grosses déceptions du CISCOADA dans la première version. Parce qu'en fait, le TAFI, c'était quoi? C'est un tableau qui avait été inspiré du Statement of Cash Flow dans la comptabilité anglo-saxonne, mais qu'on avait mixé avec le tableau de financement à la française. Donc, en France, il y avait ce qu'on appelait le tableau de financement, et on l'a mixé avec le Statement of Cash Flow, le tout pour avoir quelque chose, toujours dans la perspective de mélanger la perspective française et la perspective américaine. À la fin, on a eu un tableau qui, finalement, devenait très incompréhensible. Il était inintelligible. La plupart des professionnels comptables sur le continent, dans l'espace OADA, très peu comprenaient à quoi servait le TAFI. Très peu arrivaient à interpréter le TAFI. Alors, si le préparateur de l'information financière lui-même ne comprend pas le TAFI, est-ce que vous imaginez que l'utilisateur de l'information financière va le comprendre? Donc, le TAFI n'a pas beaucoup marché. Des études qui ont été menées sur le continent dans les 10 dernières années le démontraient très bien, que ce soit dans l'espace CEMAC, dans l'espace UMOA, la plupart des banquiers ne comprenaient pas le TAFI. Les analystes financiers le comprenaient très peu. Donc, finalement, le TAFI ne remplissait pas le rôle qu'on lui avait attribué, qui était un rôle en fait de tableau de flux. Et c'est pourquoi on le change aujourd'hui avec le tableau des flux de trésorerie, qui est un tableau beaucoup plus digeste, qui est segmenté en 3 parties. La partie opérationnelle, dont les activités d'exploitation, la partie investissement et la partie financement. C'est un tableau qui est beaucoup plus facile à analyser, à interpréter et qui définit de façon très claire le niveau de liquidité de l'entreprise. Donc, c'est un tableau qui vous donne une idée sur
la mobilisation des liquidités. Quels sont les comptes? Quelles sont les activités qui créent de la liquidité? Quelles sont les activités qui consomment des liquidités? De cette manière, ça devient beaucoup plus simple pour l'entreprise de faire le suivi de ses flux de trésorerie et de comprendre la nature génératrice des flux de trésorerie de chacune de ces activités. Mais bien entendu, ça, nous aurons l'occasion dans d'autres séances de s'appesantir là-dessus, vu qu'aujourd'hui, nous avons juste la possibilité de passer en revue quelques innovations. Alors, autre question pour vous maintenant, notre troisième question sondage, c'est de savoir, aujourd'hui, avec le Sisquadra révisé, pour vous qui travaillez là-dedans, quel est le défi le plus important pour vous avec le Sisquadra révisé? Est-ce que c'est le traitement des opérations courantes, des exemples que nous avons vus tout à l'heure? Est-ce que ce sont les travaux de basculement? Est-ce que ce sont les travaux de montage des états financiers ou alors ce sont les incidences fiscales du Sisquadra? Qu'est-ce qui pour vous, qu'est-ce que vous appréhendez le plus? Qu'est-ce qui pour vous représente le plus grand défi avec l'avènement du Sisquadra révisé? Alors, quelques secondes pour voter encore. Alors, pour ceux qui nous ont rejoints entre-temps, je précise que nous aurons un temps de questions-réponses à la suite. Dans quelques minutes, nous aurons l'occasion d'interagir là-dessus, juste à la fin de la présentation. Alors, donc, globalement, la plupart d'entre vous, vous avez des défis au niveau du traitement des opérations courantes. Effectivement, il y a beaucoup de changements dans la façon de concevoir et d'analyser, d'interpréter et de comptabiliser ces opérations. Les travaux de basculement aussi posent un problème pour un bon nombre. Le montage des états financiers, bien entendu, et les incidences fiscales. Donc, globalement, traitement courant des opérations, montage des états financiers dans l'ordre, ensuite, incidences fiscales et travaux de basculement. Magnifique. Alors, donc, après le traitement des opérations courantes, on en a vu quelques-unes là maintenant, on va aller aux travaux de basculement. Alors, ce que je viens de montrer jusqu'à présent, c'était à peu près comment certaines opérations désormais s'analysent, s'interprètent et se comptabilisent. Mais il se trouve qu'avant d'arriver à ça, il est important pour plusieurs entreprises de passer de l'ancienne version à la nouvelle version du Sisquadra. Et c'est d'autant plus important que l'année dernière, dans la plupart des pays de la zone OHADA, il a été repoussé à 2, 3, 4 reprises la période de dépôt des états financiers. Parce que c'était l'année, en 2019, c'était l'année de présentation des états financiers de 2018, qui était la première année d'application du nouveau Sisquadra. Et on a pu se rendre compte qu'il y avait beaucoup de défis dans la transition pour passer de l'ancienne version vers la nouvelle version. Il y a beaucoup de travaux de fin d'exercice pour ajuster les comptes. Parce que, comme vous le savez, il y a plusieurs comptes qui disparaissent. Par exemple, le compte 2011, les frais d'établissement disparaissent, les frais d'émission disparaissent, le traitement des primes de remboursement des obligations, ça change radicalement. Donc, il y a plusieurs comptes, notamment les comptes de la classe 1, qui doivent disparaître. Donc, dans la nouvelle comptabilité, on ne devrait plus avoir ces comptes-là. Alors, comment est-ce qu'on fait une transition? Quels sont les travaux, les écritures de transition pour passer de l'ancienne version vers la nouvelle version? Là encore, bien entendu, nous n'aurons le temps que de prendre une des opérations en particulier pour vous donner un aperçu du type de travaux qu'il va falloir mener pour basculer de l'ancienne vers la nouvelle version. Pour faire le basculement, le Sisquadra révisé a créé un compte qui s'appelle le 475. C'est le compte transitoire lié à la révision du Sisquadra. Son rôle, c'est vraiment d'aider au basculement de l'ancienne vers la nouvelle version. C'est un compte qu'on va utiliser pendant à peu près 5 ans. Ce compte 475 se décline en deux sous-comptes. 475.1, qui est compte de transition actif, 475.2, compte de transition passif. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que, par exemple, des comptes comme le compte 2011 ou les comptes de frais d'établissement, les comptes de la classe 20 qui doivent disparaître, pour les faire disparaître dans la nouvelle version, pour qu'ils n'apparaissent plus, pour qu'ils ne soient plus en circulation, on doit les vider et les déverser dans le compte 475. En d'autres termes, en langage comptable, je crédite le compte de la classe 20 en question et puis je débite le 475 pour vider à l'intérieur tout le montant qui restait.
Maintenant, le compte 475 va être étalé sur les années qui viennent. S'il restait 3 années à amortir dans le compte 2011 qu'on a vidé pour déverser dans le 475, s'il restait 3 années à amortir, on va étaler le 475 sur les 3 ans qui restent. On va l'étaler en charge sur les 3 ans qui restent. Mais s'il restait par exemple 8 années, on va s'arrêter sur 5 ans. Parce qu'au plus tard, au 31 décembre 2022, le compte 475 devrait être vide lui aussi. Donc, le 475 s'étale en 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022. Donc, il est utilisable pendant 5 ans. Donc, il s'étale en résultat sur le nombre d'années restantes, mais jusqu'à un maximum de 5 ans. Prenons un exemple technique d'étalement des comptes. Donc, ça suppose que le compte 4751, dans lequel, par exemple, on va déverser le compte 2011, lui, il va s'étaler de cette manière-ci, en utilisant le compte de charge par nature concernée. Il sera débité comme ça, et il sera crédité chaque année. Donc, cette écriture sera passée chaque année pour le nombre d'années restantes jusqu'à un maximum de 5 ans. Je prends un exemple concret concernant d'ailleurs les charges immobilisées qui doivent disparaître. Ce compte-là n'apparaîtra pas dans la nouvelle nomenclature du SISQUADA révisée. Ça suppose quoi? Le compte en question, si je prends un exemple, on constitue une entreprise. Donc, on fait un rétropédalage, retour dans le temps. On est au 1er janvier 2017. Dans l'ancienne version du SISQUADA, on constitue une société. On paye des honoraires de notaire, 3 millions, des frais d'acte, 2 millions, des droits d'enregistrement, 1 million. Ça fait un total de 6 millions de dépenses. Et ces charges-là, on veut les immobiliser pour les amortir sur une période de 4 ans. Alors, qu'est-ce qu'on faisait en 2017? C'est pour ça que je précise ici 1er janvier 2017. J'aurais enregistré les honoraires de notaire 3 millions, les frais d'acte 2 millions, les droits d'enregistrement 1 million, et puis je décaisse 6 millions. Ça, c'est le jour de la constitution. Voilà les dépenses que je fais. Voilà l'écriture que je passe ce jour-là. À la fin de l'année, travaux de fin d'exercice, il est question de transférer ça en immobilisation. Il faut immobiliser ces dépenses. Ces dépenses, comment je les immobilise? J'utilise un compte de transfert de charge 781 et je déverse ces montants-là dans le compte 2011. Donc, les 6 millions passent dans le compte 2011 et sont immobilisés. Étant entendu qu'on doit les amortir sur 4 ans, nous sommes déjà à la fin de la première année, au 31 décembre 2017. Donc, 6 millions divisé par 4, ça fait 1 500 000. Donc, ce qui se faisait à l'époque, c'est que j'amortissais 1 million 500 dans le compte 6811, dotation aux amortissements des charges immobilisées, et je réduisais le compte 2011 de 1 million 500. Ça, c'est ce que je faisais jusque-là. Jusque-là, ça tenait la route parce que c'était dans l'ancienne version. Et il se trouve qu'après avoir fait ceci, le 1er janvier 2018, je passe au SISQUADA révisé. Dans le compte 2011, il reste 4 500 000. Qu'est-ce que je fais de ça? Ces 4 500 000 dans le compte 2011, il faut les supprimer, puisque le compte 2011, on doit le supprimer. Donc, ces 4 500 000, je les déverse dans le compte 4751. Donc, je crédite le compte 2011 pour l'annuler, et puis je débite le compte 4751 pour déverser le 4 500 000 là-dessus. Donc, ça, c'est l'écriture de transition qui me permet d'être conforme avec le SISQUADA révisé. Une fois que j'ai fait ça, maintenant, chaque fin d'année, je vais étaler le 4 500 000. Puisqu'on avait déjà amorti une année, il reste 3 années. Donc, le 4 500 000 va être étalé sur les 3 années à venir, 2018, 2019, 2020, à hauteur de 1 500 000 par année. Maintenant, la particularité, c'est qu'on ne va pas l'étaler en utilisant un compte d'amortissement. Ça ne sera pas un compte 68. On va ressusciter les comptes de charge initiales qu'on avait immobilisés. Souvenez-vous, le 1er janvier 2017, voici les 3 comptes qu'on avait utilisés. Et ce sont ces 3 comptes-là qu'on avait transférés en immobilisation. Donc, ce sera étalé sur 3 ans, mais en utilisant les comptes d'origine, les comptes de charge par nature originelle. C'est ça qu'on va utiliser pour étaler. Donc, en fin 2018, on va passer cette écriture-ci, telle que vous voyez. En fin 2019, on va passer la même écriture. Et en fin 2020, on passe la même écriture pour absorber les 4 500 000 qui restent dans le compte 475. Donc, ça, c'est un exemple d'écriture de transition pour passer de l'ancienne vers la nouvelle version. Il y en a bien d'autres concernant les primes d'émission, les primes de remboursement des obligations, les emprunts. Mais bien entendu, comme ce matin, nous n'avons pas tout le temps de les parcourir, je vous donne un aperçu, mais nous aurons l'occasion, l'opportunité d'y revenir à d'autres occasions. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure que pour beaucoup d'entre vous, un bon nombre, il y avait
une inquiétude, il y avait une appréhension concernant les implications fiscales de la réforme. Vous avez raison, c'est important. Parce que si dans les 17 pays, la comptabilité est harmonisée, en tout cas elle est uniformisée en général, par contre, la fiscalité ne l'est pas. Chaque pays a encore sa propre fiscalité. Chaque pays a encore ses impôts qui lui sont propres. Chaque pays a encore sa façon d'aller chercher de l'argent dans la poche de ses citoyens. Donc, ce qui fait que la fiscalité, elle n'est pas harmonisée. Et ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que oui, sur le plan comptable, il y a eu des avancées, mais le code général des impôts de chaque pays n'a pas bougé. On a le même code général des impôts. Or, il se trouve que pour l'administration fiscale que vous avez souvent en face, ce qui fait foi, ce qui fait référence souvent, c'est le code général des impôts. Et donc, il se pourrait qu'il y ait des incompréhensions, en tout cas que vous ne soyez pas sur la même longueur d'onde concernant un certain nombre d'opérations que le CISQUADA préconise, mais qui, sur le plan de l'administration fiscale, n'a pas beaucoup avancé. Donc là-dessus, il est à noter qu'il y aura probablement beaucoup de contentieux fiscaux relativement à l'application de certaines dispositions du CISQUADA. Non pas que ces dispositions-là contreviennent à ce que l'administration fiscale a présenté, mais c'est juste que la grille de lecture n'est pas toujours la même. La grille de lecture comptable et la grille de lecture fiscale ne sont pas nécessairement les mêmes. Même les taux d'imposition, les taux d'amortissement ne sont pas les mêmes. Alors, les implications fiscales sont immenses, mais encore une fois de plus, comme ce matin, nous n'avons pas tout le temps, je vais en prendre quelques-unes, sur 3 points par exemple. 3 points sur lesquels on peut avoir des défis fiscaux, c'est l'approche par composante tout à l'heure. Tout à l'heure, on a expliqué que désormais, certaines immobilisations qui sont constituées de plusieurs composantes doivent être décomposées et puis c'est chaque composant qui va être enregistré séparément. Mais il se trouve que sur le plan fiscal, ce n'est pas comme ça qu'on voit les choses. Sur le plan fiscal, il est fort à parier que le fisc gardera l'immeuble dans son entièreté. Le fisc verra un immeuble dans son ensemble. Il ne va pas faire la décomposition ascenseur d'un côté, climatiseur de l'autre côté, le toit d'un côté, les portes et puis la structure du bâtiment. Il a de fortes chances qu'il garde le bâtiment dans son entièreté. Et donc, de ce point de vue, l'amortissement que vous aurez pratiqué d'un point de vue comptable sera en général différent de l'amortissement d'un point de vue fiscal. Donc, il peut y avoir un décalage là-dessus et c'est important de le savoir. Et comme ça, vous saurez comment aborder la discussion. Mais c'est clair que là-dessus, il y aura des différences énormes d'un point de vue fiscal. Un autre aspect qui a déjà commencé, en tout cas pour l'avoir déjà expérimenté dans divers pays de l'espace OADA, un autre aspect où il y a un contentieux important sur le plan fiscal, ce sont les ajouts, les modifications et les améliorations sur les immobilisations. Je m'explique simplement. Vous savez, une immobilisation, quand elle entre en service, quand elle fonctionne déjà, il peut arriver qu'il y ait des dépenses qui sont faites d'une immobilisation qui est déjà en service. Parfois, ce sont des dépenses de réparation mineure, des dépenses d'entretien. Parfois, ce sont des dépenses de rehaussement, des dépenses qui transforment carrément l'immobilisation. Et selon le CISQUADA révisé, en s'appuyant sur la norme IAS16, désormais, quand il y a des dépenses sur une immobilisation déjà en fonctionnement, il y a 2 aspects qu'il faut regarder pour savoir si ces dépenses-là, est-ce qu'on les passe en charge? Parce que c'est souvent ça le défi. Est-ce que ces dépenses qu'on fait, est-ce qu'on les ajoute sur le coût d'acquisition de l'immobilisation ou est-ce qu'on les met en charge tout simplement? Autrefois, dans l'ancienne version du CISQUADA, beaucoup utilisaient le principe de l'importance significative. Si la dépense était très importante, on pouvait l'immobiliser. Si elle était mineure, on pouvait passer en charge. Dans la perspective du CISQUADA révisé, on ne tient pas compte de cette façon de faire. L'importance, le montant dépensé n'est pas important. Pas du tout, pas du tout. Le montant dépensé n'est pas le plus important. Le plus important, c'est la finalité de la dépense. Si c'est une dépense qui a pour but d'entretenir le bien, de le maintenir en l'état, dans ce cas, c'est une dépense de fonctionnement et donc on passe en charge. Maintenant, si c'est une dépense qui a pour but de transformer l'immobilisation, de rehausser l'immobilisation, cette dépense-là va, elle, être immobilisée. Donc, on va la rajouter sur le coût d'acquisition de l'immobilisation. Un exemple, vous avez un véhicule. Pour que le véhicule fonctionne, tous les 3 mois, vous faites changement d'huile, changement d'huile de moteur, entretien et autres. Alors, cette dépense-là ne rehausse pas la qualité de votre véhicule. Ils maintiennent juste votre véhicule en état. Ces dépenses sont nécessaires pour le fonctionnement normal du véhicule. Donc, ces dépenses-là sont à passer en charge. Mais par contre, s'il y a une dépense qui rallonge la durée de vie de l'immobilisation, une dépense qui augmente la capacité de production de l'immobilisation, une dépense qui améliore la qualité de la production de l'immobilisation, ou une dépense qui fait en sorte que l'immobilisation consomme moins d'énergie, là, on s'entend que cette dépense-là implique des avantages économiques futurs. Et de ce point de vue, cette dépense peut être
immobilisé. Alors ça, c'est d'un point de vue comptable. Mais du point de vue fiscal, on ne verra pas les choses nécessairement comme ça. Le fisc, parfois, pensera que certaines dépenses sont tellement importantes que ce n'est pas la peine de les passer en charge, qu'il faut les immobiliser pour les étaler sur plusieurs années. Alors qu'en fait, oui, bien qu'elles soient très élevées comme montant en termes de dépenses, mais si ce sont des dépenses d'entretien simples, même si les montants sont faramineux, ce sont des charges parce que ces dépenses-là n'apportent rien de plus dans le futur. C'est une dépense d'entretien simple. Donc, la perspective fiscale pourrait être différente. Il y a de fortes chances que le fisc se dise toute grosse dépense, il faut l'immobiliser, alors que la perspective comptable ne voit pas les choses de cette manière. Dernier point que je veux qu'on couvre, parce qu'il y en a bien plusieurs, mais un autre point, c'est le traitement fiscal qu'on va avoir de l'écart de réévaluation. Le CISPOADA s'est lancé dans une perspective d'évaluer les actifs et les passifs à la juste valeur. Un bon nombre d'actifs et de passifs, à la fin de l'année, tel que le CISPOADA le prévoit pour les prochaines années, vont être réévalués. Leur valeur bilancielle va changer. Alors, vous avez un bien qui vous a coûté 100 millions. À la fin de l'année, on vous dit que ça vaut 110 millions. Alors, si vous voulez faire passer le bien au bilan de 100 à 110 millions, ça suppose qu'il faut constater un gain latent. Mais ce gain-là va dans le compte écart de réévaluation, compte 13, qui est un compte des capitaux propres. Alors, ce compte écart de réévaluation, dans lequel on va mettre les gains ou les pertes latentes, parce qu'on ne veut pas qu'ils affectent le résultat de la période, OK, ça, c'est une façon de faire. Mais vous savez, comme moi, sinon mieux que moi, que une des façons de calculer aussi le bénéfice généré par une entreprise, par une organisation sur une période, c'est de regarder la variation des capitaux propres. Alors, si l'agent du fisc se décide de ne pas utiliser l'état des résultats, mais plutôt d'utiliser le bilan pour calculer le résultat de la période en regardant la variation des capitaux propres, alors s'il prend tous les capitaux propres, ces capitaux propres incluent l'écart de réévaluation, qui n'est en fait qu'un gain latent ou une perte latente. Non, ce n'est pas un vrai gain. C'est un peu comme si on se fait imposer sur un gain qu'on n'a pas encore eu. Si je vends mon immeuble à 120 millions aujourd'hui, l'ayant acheté à 100 millions, si je le vends aujourd'hui, je gagne 20 millions. Mais tant que je n'ai pas gagné, je n'ai pas le 20 millions, le 20 millions, il est latent, il n'est pas concret. Le jour que je vendrai, je verrai mon vrai bénéfice. Alors, si je me fais taxer sur ce gain latent, c'est sûr que ça pose problème. Alors, donc, ça, c'est un des défis qu'on aura également sur le plan fiscal, le traitement de cet écart de réévaluation qui devrait poser un certain nombre de problèmes. Alors, bien entendu, on a également d'autres défis, notamment au niveau de la question des provisions qu'il faudra bien voir. Alors donc, globalement, ça sont des points que je souhaitais couvrir rapidement avec vous ce matin, en espérant que nous aurons l'occasion de nous appesantir sur chacun d'entre eux et sur bien d'autres points à d'autres occasions. Donc, ça m'a fait plaisir de m'entretenir avec vous là-dessus et ce sera également un grand plaisir de pouvoir interagir maintenant tout à l'heure sur les questions que vous avez. Merci. Merci beaucoup, Félix. Alors, j'ai le plaisir de vous rejoindre, mesdames, messieurs, Jean-Michel Delagrave, le directeur des services professionnels de 7e International, afin d'animer cette brève période de questions-échanges à la toute fin de ce séminaire. Tout d'abord, merci beaucoup, Félix. C'était du temps que tu nous as accordé afin de préciser l'ensemble de ces points sur la réforme du CISCOADA. Ça nous permettra à toutes et à tous, je suis sûr, de ne pas faire d'erreur en remplissant notre rapport d'impôt cette année afin de bien amortir notre jet privé et d'y aller par approche, par composante et de ne pas amortir les moteurs avec le reste de l'appareil. Alors, c'était extrêmement clair. En fait, vous étiez plus de 70 à nous joindre ce matin, d'un peu partout, de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique centrale, Madagascar et Haïti. On a une question de quelqu'un qui n'a pas souhaité ou qui ne s'est pas nommé. Félix, qui aimerait savoir quel traitement fiscal des biens pris en crédit bail, tels que des voitures, quel traitement leur donner? Est-ce qu'on peut en même temps déduire les intérêts supportés par les biens pris en crédit bail ainsi que de déduire l'amortissement du bien? Alors, bien sûr, l'un des changements effectivement du CISCOADA concerne le crédit bail. Enfin, le changement ne concerne pas la méthode de comptabilisation, mais ça concerne en fait la qualification des biens pris en crédit bail. Déjà, ça veut dire que si j'achète un bien, c'est ce qu'on appelle le leasing pour les autres. Déjà, dans le CISCOADA révisé, l'appellation crédit bail même change. Désormais, ça s'appelle la location-acquisition, différemment de la location-exploitation. Alors, donc ça suppose quoi? Le changement majeur, c'est au niveau déjà de comment est-ce que je considère que je suis en situation de crédit bail.
le Sisquadra révisé explique que si je prends un bien en location au-delà d'une année, donc il faut que ce soit au-delà d'une année, et qu'en plus, quand je regarde les mensualités que je vais payer, quand j'actualise ces mensualités-là, je me rends compte que ça vaut à peu près 90% ou plus du montant que j'aurais payé si je payais cash. En ce moment, je suis en situation de crédit bail. Ou encore, s'il est clairement stipulé dans le contrat qu'à la fin, le bien pourrait me revenir selon un montant préférentiel, je suis en situation de crédit bail. Ou encore, s'il est clair que c'est moi qui vais utiliser le bien pendant au moins 75% de sa durée de vie, je suis en situation de crédit bail. Donc, l'une ou l'autre de ces conditions-là, je n'ai pas besoin d'avoir toutes ces conditions. L'une ou l'autre de ces conditions-là, ça fonctionne. Alors, dans l'ancienne version, en fait, il fallait avoir plusieurs conditions réunies. Donc, ça, c'est la première chose. Maintenant, au niveau du traitement fiscal des intérêts, le crédit bail, ça suppose quoi? Ça suppose que je prenne, par exemple, un bien que j'aurais pu payer aujourd'hui 16 millions. Et je décide plutôt de le payer à tempérament. Et ça suppose que je vais, par exemple, payer 6 millions chaque année sur 3 ans, 6 millions première année, 6 millions deuxième année, 6 millions troisième année. Ça fait 18 millions au total que je vais verser. Mais si je l'avais payé aujourd'hui, ce serait 16 millions. On s'entend que de 18 millions, 16 millions, il y a un écart qui représente en fait des intérêts. La manière dont ça va être considéré, c'est que, oui, le bien, aujourd'hui, je le prends, même si je n'ai pas fini de payer. Je le considère comme étant mon bien, mais sauf qu'il y a une dette associée à ça. Et dans les paiements que je ferai, les 3 paiements que je ferai de 6 millions la première année, 6 millions la deuxième, 6 millions la troisième, à l'intérieur, il y a une composante qui est le remboursement du 16 millions et une composante qui est l'intérêt. Et cet intérêt-là, effectivement, il est déductible à 100%. Au fond, j'aurai 2 charges déductibles. Dans le 6 millions que je paierai chaque année, il y aura une portion, par exemple, 1,5 million ou 1,3 million qui sera des intérêts qui sont clairement déductibles. Mais de l'autre côté aussi, le bien, étant donné que je l'ai inscrit dans mon patrimoine, je vais l'amortir sur sa durée de vie utile et cet amortissement aussi, il est déductible. Donc, j'aurai 2 charges, un morceau d'amortissement et un morceau qui est l'intérêt. Donc, c'est totalement déductible. Et dans la plupart des espaces, en tout cas dans la plupart des pays, quasiment tous les 17 de l'espace WADA, ce sont des charges totalement déductibles. Merci beaucoup pour la réponse, Félix. Alors, on a M. Mampouya, Michel Mampouya, qui nous écrit « Quelles sont les exigences ou les préalables de base pour une transition vers le nouveau Sisquadra? » Alors, vers le nouveau Sisquadra, déjà, si vous n'appliquez pas l'ancienne version du Sisquadra, c'est beaucoup plus simple, vous allez vous embarquer directement dans le nouveau Sisquadra. En fait, le défi, c'est pour ceux qui utilisaient déjà l'ancienne version. Ceux qui n'ont jamais utilisé l'ancienne version, c'est beaucoup plus simple d'embarquer vers la nouvelle. Mais si vous utilisez l'ancienne, ce qu'il faut faire, c'est qu'avant de passer les écritures, parce qu'en fait, l'article premier même de la réforme le dit, le point de départ du basculement, du basculement vers le Sisquadra révisé, c'est déjà de convertir les états financiers en fin 2017 en état financier pro forma en début 2018. Ça suppose quoi? Fin 2017, c'est la fin de l'ancienne version. Il se trouve qu'au 1er janvier 2018, on doit avoir un bilan d'ouverture. S'il n'y avait pas eu de réforme, le bilan de clôture 2017 aurait été le bilan d'ouverture de 2018. Mais comme il y a une réforme qui fait que beaucoup de comptes doivent changer, donc on doit prendre le bilan 2017, on doit le retraiter, on doit le retravailler en se disant, si nous avions été en Sisquadra, ce bilan-ci, qu'est-ce qui aurait changé? Ce compte-ci n'aurait pas existé, ce compte-ci se serait placé comme ceci. Donc, il y a des ajustements à faire de manière à avoir un autre bilan. C'est ce qu'on appelle les comptes pro forma, donc présentés pour la forme. Donc, on va retravailler les états financiers de fin 2017 selon les nouvelles exigences du Sisquadra avant maintenant, parce qu'il est important d'avoir un bilan d'ouverture 2018 qui soit déjà conforme pour que les opérations qui vont s'agréger dessus, parce que tout au long de l'année, on agrège des opérations, mais il faut que les soldes initiaux soient déjà conformes pour qu'à la fin, on ait un travail beaucoup plus simple. Donc, je dirais en 2 mots que la première chose à faire, c'est vraiment de prendre les états financiers dans l'ancienne version et de regarder point par point, poste par poste, quels sont ceux qui nécessitent un retraitement. Il y en a à peu près une vingtaine. Globalement, on a par exemple toute la classe 20 qui doit changer. On a beaucoup de comptes de la classe 21. On a un certain nombre de comptes qui disparaissent. On a un certain nombre d'exigences au niveau de l'enregistrement de certaines opérations. Je prends un exemple rapidement. Tout à l'heure, on a parlé des frais de prospection des ressources minérales. Les entreprises qui antérieurement avaient constaté des frais de prospection dans des dispositions qui ne sont plus conformes à ce que le Sisquadra dit maintenant, doivent annuler tout simplement ces charges. Ils doivent supprimer ces comptes-là. Donc, au fond, en 2 mots, c'est de prendre le bilan de clôture 2017 et puis, poste par poste, faire les ajustements nécessaires pour passer à un bilan d'ouverture 2018 qui soit prêt à accueillir les nouvelles opérations.
Très clair, Félix, très clair. Merci pour la précision. Alors, on a quelques questions qui continuent à rentrer. On va peut-être en prendre une dernière comme le temps file. On a M. Mwamba de Kinshasa en RDC qui demande quels sont exactement les constituants des états financiers retenus dans le système Cisco-ADA révisé. Je n'ai pas très bien entendu la question. Quels sont exactement les constituants des états financiers retenus dans le Cisco-ADA révisé? Alors, on a, comme les IFRS, on se rapproche avec 4 constituants. On a le bilan, qui est l'équivalent de l'état de la situation financière dans les IFRS, qui reste maintenu. On a l'état des résultats. On a également le tableau des flux de trésorerie. On a l'état des variations de résultats aussi. Et puis, on a le tableau des flux de trésorerie qui remplace le tableau financier des ressources et des emplois. Et puis, comme les IFRS maintenant, on a les notes aux états financiers. Parce que, comme je l'expliquais, on s'en va vers une comptabilité de plus en plus financière. Et qui dit comptabilité financière suppose donner le maximum d'informations à toutes les parties prenantes, notamment des investisseurs, des créanciers et autres. Ça suppose que même s'il y a, parce que qui dit comptabilité, qui dit état financier, dit données chiffrées, alors ça suppose que même s'il y a des données qui ne sont pas des données financières, qui sont des données qualitatives, mais qui sont utiles pour les investisseurs, qui sont utiles pour les parties prenantes, il faut également leur véhiculer ça. Par exemple, on a donné un exemple tout à l'heure, si je fais l'objet d'une poursuite, c'est important que je rende compte de ça. Et l'endroit pour le faire, c'est les notes aux états financiers. Donc, le Cisco-ADA aujourd'hui également adopte les notes aux états financiers comme les IFRS. Les notes aux états financiers, en fait, c'est la partie narrative des états financiers. C'est la partie où on est capable de donner le maximum de détails. Où on est capable, par exemple, de dire, oui, j'ai des dettes fournisseurs pour 500 millions. Mais là, on pourra faire le détail de dire, dans ces 500 millions, j'ai des fournisseurs locaux pour 100 millions, des fournisseurs étrangers pour 200 millions, j'ai l'État à qui je dois tel montant. Donc, on peut faire le détail. C'est la partie également où on peut clairement dire, voici à peu près ce sur quoi nous travaillons en ce moment. Il est fort probable que nous fassions une fusion-acquisition avec telle autre entreprise dans 3 mois. Alors, ce n'est pas une information financière, mais c'est une information capitale pour ceux qui nous regardent, pour ceux qui nous suivent, pour ceux qui investissent en nous, de savoir qu'on va fusionner bientôt, qu'on va acquérir une filiale. C'est ce type d'information qu'on va mettre dans les notes aux états financiers. Donc, globalement, 4 composantes chiffrées, bilan, état des résultats, tableau de flux de trésorerie, état de variation des résultats, et enfin une composante littéraire, et les notes aux états financiers, exactement comme les IFRS. Merci à nouveau, Félix. C'est encore une fois très clair. Alors, bon, il y a d'autres questions qui commencent à rentrer, malheureusement. Le temps file. Alors, simplement vous rappeler que pour plus de détails, bien entendu, ça n'épure pas l'ensemble de la question parce que nous offrons des séminaires de 2 semaines sur ce sujet. Donc, nous n'avions pas l'ambition de traiter le tout en seulement 1 heure, mais ceux qui désirent avoir plus d'informations sur le Cisco-ADA révisé, vous pouvez aller sur notre site web afin de voir les dates des prochaines séances que nous organiserons. Donc, à nouveau, Félix, merci beaucoup de ta générosité. Merci beaucoup aussi de la clarté de ton exposé. Pour ceux parmi vous qui désirent réécouter ce webinaire, alors vous pouvez aller sur notre site web à septim.com/webinaire et vous allez pouvoir réécouter l'ensemble de cet exposé ainsi que de le partager avec vos collègues.